Accident de voiture, brûlures, blessures, saignements, crise cardiaque. Chaque jour, en République démocratique du Congo, des familles sont confrontées à des situations d'urgence parfois dramatiques. Pourtant, des simples gestes réalisés rapidement peuvent sauver une vie. Mais comment? Pour découvrir, suivez-nous dans ce nouveau numéro. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans EcoSanté, votre programme médical de référence pour informer, éduquer et sensibiliser sur les grandes questions de santé dans notre communauté. Je suis Kayombo Manjolo Chris, votre présentateur. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter un sujet majeur dans notre communauté, les urgences médicales à Lubumbashi, reconnaître les situations critiques et adopter les gestes de premier secours avant l'arrivée à l'hôpital. Pour enrichir cette question, j'ai l'honneur d'être reçu dans les cabinets du docteur Foreman Mabala. Il est directeur général de l'hôpital de référence tertiaire Jason Sendwe. Il est anesthésiste réanimateur et chef de travaux à l'université de Lubumbashi. Bonjour docteur Foreman. Bonjour Chris. Nous sommes très heureux d'être reçus dans votre cabinet. Aujourd'hui, docteur, nous parlons des urgences médicales et des gestes des premiers secours. Avant de comprendre ce que c'est les gestes des premiers secours, nous voulons parler des urgences. Comment pouvons-nous définir, docteur, les urgences médicales? Je tiens d'abord à vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir se présenter à des milliers de téléspectateurs sans pour autant avoir les ravals à travers la technologie. Et merci à votre chaîne pour nous avoir choisi enfin de discuter ensemble sur ces domaines où cette discipline un peu est trop critique. Alors les urgences, ce que nous devons savoir, c'est d'abord une situation impromptue. Donc si on parle de l'impromptuité, donc c'est-à-dire c'est une situation inattendue qui peut arriver à tout moment. Vous pouvez vous retrouver dans un endroit où il y a un accident et qui met directement la vie de quelqu'un en danger. Donc, c'est-à-dire c'est une situation qu'on s'y attend le moins possible. Donc, on peut partir d'un accident, ça devient une urgence vitale qui, à la moindre seconde perdue, vous pouvez perdre la vie de votre patient ou de votre ami avec qui vous êtes. Imaginez que vous vous promenez en cours de route et puis du coup, c'est une moto qui vient comme ça, qui vous percute. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Non. Mais ça devient critique par rapport à la chute. Ça devient critique par rapport à l'état de la personne. Ça devient critique par rapport aux dégâts causés. Et ça devient une urgence vitale. Et il faut à tout prix intervenir pour sauver une vie. De plus en plus, les urgences deviennent extrêmement graves. Quand pouvons-nous parler d'une urgence vitale? Et c'est quoi le geste de premier secours? Bien, ce qu'il faudra savoir d'abord, il faut classifier les urgences. OK? Il y a ce qu'on appelle les urgences absolues, les urgences relatives et puis les urgences itératives. Donc il existe, à moins que vous qui êtes maintenant en plein recherche, que vous signifiez sur la quatrième, mais du moins l'urgence absolue, c'est ces cas qui vous est présenté, à laquelle vous devez faire face à moins de 10 minutes, 1 minute, 5 minutes, mais vous ne pouvez pas aller au-delà de 15 minutes pour la vie de quelqu'un. Ça, c'est une urgence absolue, tout le monde se met d'accord. Par exemple, la rupture de l'aorte. Une personne qui est poignardée, qui saigne à vif. Une grossesse extra-utérine, par exemple, où la femme est en train de faire une hémorragie, une parturiente est en train de faire une hémorragie cataclysmique. Donc, ce sont là ce qu'on appelle les urgences absolues où l'intervention doit l'être à la minute, à la seconde, et c'est ce qu'on appelle la minute d'or. Donc, au fur et à mesure que vous perdez le temps, vous êtes en train d'amoindrir de 10% la survie de votre patient. Il y a ce qu'on appelle les urgences relatives. Donc, on peut relativiser. C'est un cas qui vient comme ça, on dit non, avant que l'on opère ou que l'on pose un acte sur ce cas, je préfère qu'on ait tel examen. On peut postposer en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine. Ça, c'est une urgence relative et autre, tout ça. Mais
Par contre, on parle aussi des urgences itératives, donc des urgences qui se respectent dans la vie et qui font en sorte que la vie puisse être un peu amoindrie, que l'on fasse tout ce que l'on peut faire par rapport à ce que nous faisons par rapport à cela. Donc, par exemple, pour une femme qui s'est déjà accouchée, hein, et la prochaine grossesse, on dit que non, ça va encore se répéter. Par exemple, en cas de bassin rétréci, pour une césarienne, on se dit que ça, c'est une urgence itérative. Ça se répétera parce que l'anatomie de la patiente ou de la personne concernée ne permettra pas, par exemple, que plus tard, que la patiente puisse s'accoucher par voie basse. Donc, il faudra que l'on retienne, il y a les urgences absolues qui mettent en danger la vie de la personne qui est avec vous dans les minutes, dans les secondes, même pas les heures qui suivent. Et il y a cette urgence relative et surtout l'urgence itérative. Et de plus en plus, la ville de Lubumbashi étant une ville cosmopolite et peuplée, quelles sont les urgences qui sont plus remarquées dans cette ville de Lubumbashi et les causes principales ou les causes directes de ces La modernisation est l'un des facteurs favorisant la survenue des accidents de trafic routier, hein, ce que l'on appelle maintenant les accidents de voie publique. Les voies publiques, maintenant, c'est élargi parce qu'à l'époque, c'était les ATR. Maintenant, ce sont des accidents de voies publiques. La plupart des urgences que nous recevons ici à Lubumbashi, c'est d'ailleurs un des travaux sur lesquels on est en train de s'atteler pour notre thèse. La plupart des urgences viennent des accidentés de voies publiques. Et quand tu as un accident, la prise en charge ne suit pas dans l'immédiat. On n'a pas de services adaptés qui sont dans les rues, qui sont sur des avenues pour sauver des malades. Et les transports de ces malades vers les institutions hospitalières posent des problèmes. Et sur ce, la plupart des patients, nous les retrouvons, ils meurent comme ça parce que tout simplement, il n'y a pas une assistance en amont. La plupart des urgences sont, dans la majorité, ce sont des accidentés de voies publiques. Et puis les urgences gynéco-obstétricales. Et puis il y a tant d'autres urgences qui peuvent survenir par rapport aux urgences infectieuses et autres. Mais le gros de ce que nous avons comme urgence, ce sont des accidents de voie publique. Nous avons des problèmes liés à l'obstétrique, surtout lors des accouchements des femmes. Souvent, les premiers gestes qui nous viennent ici à l'hôpital, ce sont des femmes qui ont commencé le travail ailleurs, mais quand ils viennent à l'hôpital, c'est souvent dans des situations catastrophiques ou parfois désespérées. D'où vous devez faire face à ce qu'on appelle la minute d'or que vous devez engager et faire en sorte que, pas plus tard qu'hier, il y a un centre qui a envoyé une parturiente qui avait une grossesse non seulement précieuse, mais une grossesse délicate. Et sur ce, au même moment que la parturiente arrivait ici à l'hôpital Tsendo, la prise en charge a été faite et du coup, elle s'est accouchée par voie basse. Donc c'est pour dire que ça demande vraiment un clin d'œil, un coup d'œil et surtout de l'attention particulière pour la gestion des urgences. Les urgences, une situation réelle dans notre ville de Lubumbashi. Et docteur, parfois nous entendons parler des brûlures, telle part il y a eu incendie, ou encore il y a eu un accident de circulation, ou encore il y a eu quelqu'un qui a perdu conscience, obstruction de voie respiratoire. Alors face à toutes ces urgences, quel est le rôle de la population, mais aussi quelles sont les erreurs que nous pouvons constater qui sont fréquentes, qui peuvent aggraver ces urgences-là? Le rôle de la population, d'abord, nous devons concilier nos efforts. Nous devons travailler en synergie, comme on n'a pas encore les SAMU. Et je vous apprends que bientôt, parfois, à l'hôpital Saint-Louis, il y en aura. Mais malgré ça, il ne faut pas seulement un seul SAMU, il n'en faut pas deux, il n'en faut pas trois. Parce que la ville de Lubumbashi, c'est plus de 10 millions de têtes. Alors, il faut vraiment essayer un peu de voir clair et surtout de suivre ces genres de situations. Alors, toutes ces urgences nous arrivent. Parfois, la plupart d'entre elles, ce sont des urgences qui sont très mal gérées en amont. Et quand ça arrive vers nous, ça crée des complications et ça fait en sorte que les patients puissent perdre leur vie au détriment parfois des actes que l'on pouvait poser dans de très bonnes conditions. Il y a des urgences obstétricales, comme on l'a dit, il y a des gens qui perdent connaissance, il y a des gens qui
qui connaissent des accidents de trafic routier, la première des choses à faire, c'est de ne pas paniquer. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites dans la communauté ici quand il y a un accident, quand il y a un problème? Tout le monde sort son smartphone pour filmer. Mais or, les gestes que l'on peut poser à la minute d'or, ça peut sauver même seulement la position. Quelqu'un peut avoir une obstruction de voies aériennes, vous pouvez juste surélever sa tête comme ça, et la personne peut reprendre à respirer. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que les communs mortels font? Qu'est-ce que les témoins font devant ce genre de situation? Ils filment et ils vous disent exclusivité sur la route telle. Il y a ceci, il y a cela, oh Mungwangu, oh tout ça. Et on voit même en direct la personne en train de gaspiller et jusqu'à telle enseigne qui est arrêt et autres. Donc, nous devons éviter d'abord ce genre de situation. Nous ne devons pas être des spectateurs, nous devons être des acteurs. Parce que pour sauver une vie, ça ne demande pas de faire 6 ans en médecine, ça ne demande pas de faire 8 ans, 10 ans dans telle option, mais ça demande seulement de l'attention particulière et de l'assistance à une personne en danger. Le plus souvent, nous constatons sur les lieux des drames, certains qui appliquent, qui donnent de la boisson alcoolique, disons pour que la personne n'ait pas mal, et certains d'autres, par rapport au transport, ils mettent les malades sur la moto. Qu'en pensez-vous de cela et quel est le rôle des personnels soignants dans la communauté comme ça, mais aussi à l'hôpital? Bon, d'abord, je commencerai par le rôle du personnel soignant. Le rôle du personnel soignant, c'est d'abord d'éduquer la masse. C'est de montrer qu'il peut y avoir quelqu'un qui connaît un arrêt cardio-respiratoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Ce ne sont pas des grands gestes physiopathologiques mélangés dans ceci. Non, non. Des petits gestes qui peuvent sauver la vie. Le rôle du personnel soignant, c'est de sensibiliser la communauté. Qu'en cas d'accident, voilà comment est-ce que l'on peut se protéger soi-même, l'on protège l'accidenté et on protège l'environnement. Donc c'est ça le rôle. Quand c'est fait méthodiquement, vous allez voir par exemple dans des aéroports en Europe, même ici à Addis Abeba, vous allez voir qu'il y a un coin où on a placé les défibrillateurs. Vous connaissez quand même les défibrillateurs? Effectivement. Oui, on place les défibrillateurs pour permettre à tout le monde de les manipuler. Ce qu'on appelle les AED, ce sont des automatiques. On peut les placer sur le thorax et la partie dorsale et du coup ça va lire les rythmes et ça peut choquer. Donc c'est comme ça que vous allez voir qu'il y a peu de décès en cas d'accident, en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Donc nous devons faire un effort de pouvoir donner le minimum possible de nos connaissances aux autres, parce que je l'ai toujours dit, que ce que nous apprenons, surtout nous qui sommes anesthésistes, urgentistes, nous ne le faisons pas pour nous, nous le faisons pour les autres. Qui peut se faire réanimer soi-même? Personne. Donc, quels que soient les réflexes que vous avez dans votre vie, ce sont les autres qui viendront vous réanimer. Les caméramans, les musiciens, les artistes et les guitaristes peuvent être dans une salle en train de jouer. Et suivant l'exemple, par exemple, les cas de Papa Wemba. Papa Wemba est tombé, il n'y avait pas de médecin dans son équipe. Mais, quelle était l'attitude des autres? D'abord, c'est la panique. Et même la façon de les transporter et de les soulever n'était pas dans les normes. Quelqu'un qui fait un arrêt comme celui-là, il tombe sous sa tête, une hypothymie, vertige et autres. La personne tombe, mais il faut avoir des vrais réflexes. Comment le faire? Il faut le tendre, il faut le mettre en position latérale de sécurité. Comment le faire? Et ce sont des petits gestes. Ça ne demande pas d'avoir un stéto au cou, ça ne demande pas d'avoir un saturo ou bien quoi que ce soit. Donc, le peu de matériel que vous utilisez, vous pouvez facilement faire en sorte que vous sauviez une vie et ça vous régaillardit, ça vous donne la force de pouvoir dire qu'au moins dans ma vie, j'en ai sauvé une personne et ça va continuer comme ça. Heureusement, il existe des gestes qui peuvent sauver des vies face à des urgences, à des situations telles que l'arrêt cardio-respiratoire ou encore l'obstruction des voies aériennes. Quels sont les quelques gestes que vous pouvez donner à la population qui peuvent être connus par tous en vue de sauver des vies? À l'époque, on parlait de l'ABC. ABC, ça veut dire seulement A, c'est comme airways, B, c'est comme breathing, donc c'est la respiration, et puis C, c'est circulation, donc la circulation, on ne peut que se limiter à là. Mais aujourd'hui, c'est les CBA, donc CBA. C, c'est comme la circulation,
B, c'est comme le breathing, la respiration. Et puis A, c'est les airways. Il faudra savoir, quand vous avez quelqu'un qui tombe, par exemple, si ce n'est pas une raison accidentelle ou autre, vous êtes à la maison, il y a quelqu'un qui suffoque, la première des choses, il faut chercher à voir les pouls. Surtout les pouls au niveau du cou, au niveau de la tempe. Vous devez chercher ces deux éléments. Si vous n'en avez pas, si vous ne percevez pas les pouls, n'attendez pas à la minute, directement vous faites votre massage cardiaque. D'où il faut qu'on vous apprenne comment est-ce qu'on fait le massage cardiaque. Donc aujourd'hui c'est une émission théorique, mais je crois si on a l'occasion de faire une deuxième émission, là on va vous amener à l'atelier pour vous montrer sur les mannequins, sur les personnes vivantes, comment est-ce que l'on peut faire cela. Donc la première des choses, c'est d'abord la circulation. Quand vous avez le cœur qui bat, quand vous avez cette tempe qui essaie encore de battre et tout ça, la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est de prendre par exemple les patients et de les mettre dans une position qui peut les sécuriser. C'est dans ce sens-là qu'il faut travailler et pour donner parfois le meilleur de nous-mêmes. Donner le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on dit la vie, on ne vit qu'une seule fois, et connaître ces gestes, c'est un élément qui est très important en vue de pouvoir sauver des vies. Et passons maintenant de l'autre côté de la réalisation. Ils vont nous balancer quelques images pratiques, voir comment on réalise quelques manœuvres, notamment lors de l'obstruction de voies aériennes, lors de l'arrêt cardiaque et même devant certaines situations. Position latérale de sécurité. Face à une personne inconsciente qui respire, vérifiez d'abord sa respiration. Si elle est normale, placez la victime sur le côté, la tête légèrement inclinée vers l'arrière pour maintenir les voies respiratoires ouvertes. Cette position réduit les risques d'étouffement en attendant les secours. Manœuvre de Heimlich. Lorsqu'une personne s'étouffe et ne peut plus parler ou respirer normalement, agissez rapidement. Placez-vous derrière elle et réalisez des compressions abdominales vers l'intérieur et vers le haut afin d'expulser l'objet qui bloque les voies respiratoires. Crise convulsive. En cas de crise convulsive, ne mettez rien dans la bouche de la victime et ne cherchez pas à la retenir. Éloignez les objets dangereux, protégez la tête et laissez la crise passer. Ensuite, placez-la sur les côtés et surveillez-la. Transport d'un malade. Pour transporter un malade à 3 personnes, chaque sauveteur soutient une partie du corps. Le relevage doit être coordonné, lent et sans à-coups afin d'éviter toute aggravation de blessure. Réanimation cardio-pulmonaire. La réanimation cardio-pulmonaire est indiquée lorsqu'une personne est inconsciente et ne respire plus. Après avoir alerté le secours, réalisez des compressions thoraciques fortes et régulières au centre de la poitrine afin de maintenir la circulation sanguine jusqu'à l'arrivée de secours. En conclusion, ces gestes simples des premiers secours peuvent sauver une vie. Agir rapidement et correctement. Vous ne devez pas aller directement sur le malade. Non, vous venez d'abord, vous contournez, ok? C'est ça la protection. Donc je me protège d'abord moi-même. Je vois, parfois les patients sont dans un endroit où il y a de l'acide et autres, tout ça. Je me protège moi-même et je viens protéger maintenant les malades. Quand je sens qu'il est en sécurité, qu'est-ce que je fais? Je peux pousser les malades. La première des choses, je dois appeler la personne. Monsieur, il ne faut pas appeler le malade avec la tête. Oui, on a la patine. Non. Gentiment au niveau de l'épaule, monsieur. Quand la personne est. Quand vous remarquez, vous percevez par exemple le pouls n'est pas présent. Directement, vous placez l'alerte. Donc vous voyez les box qui sont là derrière, ça fait partie des box d'alerte. Ok? Vous appuyez, tout le monde sait que donc voilà, il y a une urgence. Alors quand il y a une urgence, quand le pouls n'est pas présent, il ne faut même pas attendre. Il ne faut pas attendre plus longtemps. La meilleure des choses, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez vos massages cardiaques. Les massages cardiaques qui sont faits, moi je les fais à 15 pour vous, mais actuellement pour les adultes, c'est les 30. Nous sommes de retour sur ce plateau
Et nous parlons des urgences médicales à Lubumbashi, reconnaître les situations critiques et adopter les gestes de premier secours. Nous sommes dans le cadre, ce beau cadre du docteur Foreman Mabala. Docteur, parfois face aux situations critiques, lorsque nous essayons de comparer notre situation actuelle dans notre ville par rapport aux autres qui sont plus avancées, est-ce que c'est toujours important d'avoir la présence de certains matériels? Parce que là, nous venons de voir certains matériels qui nous ont été projetés. Est-ce que c'est toujours important ou encore on peut le faire même sans matériel, où il existe une particularité des urgences qui ne nécessitent pas les matériels? Merci. Je tiens à vous remercier par rapport à ces images d'illustration. Ce sont des images qui montrent la manœuvre de Helmich, la réanimation cardio-pulmonaire. C'est très important et je crois que nous allons revenir parce qu'il y aura des sessions de formation, même dans les prochains CIARU que nous allons tenir ici au mois d'août. Il y aura des ateliers de formation uniquement pour les personnes non médicaux qui peuvent travailler avec nous. Alors, qu'est-ce que l'on peut retenir par rapport à cela? Pour sauver une vie, ça ne demande pas de matériel. D'abord, il y a ce qu'on appelle une prise en charge pré-hospitalière, une prise en charge per-hospitalière et post-hospitalière. Donc, ce que nous sommes en train de faire avec vous au niveau de la sensibilisation de la communauté et autres, c'est une prise en charge pré-hospitalière. On n'a pas de stéto. Tu te promènes avec ton stéto en cours de route? Non. Très souvent pas. OK? Parfois, on se retrouve dans une contrée où il y a un accident, il n'y a même aucun médecin, il n'y a personne qui est là pour ceci ou pour cela. Donc, nous devons être prêts avec nos mains, nous devons être prêts avec nos yeux et nous devons être prêts avec notre cerveau pour sauver des vies. Donc, la minute d'or est gérée par les mains, OK? La minute d'or est gérée par la bouche, dans les organes des sens. Ça, c'est du toucher. Ça, c'est même l'ouïe, hein, même les yeux, ainsi que le tout, c'est coordonné par le cerveau. Quand vous faites des manœuvres de façon dans un manque de synchronisation, vous allez tuer la personne. Mais quand vous avez un cerveau qui réfléchit, qui se voit qu'ici il y a un danger, il y a tout ça, ils peuvent le faire juste avec les mains, juste avec la bouche, communiquer, faire appel aux autres, juste avec parfois les nez, humer et voir parfois la personne est alcoolique, on peut les sentir à partir du nez, juste avec les yeux pour voir qu'ici il n'y a pas de vie, il y a une ptose palpébrale, les yeux sont tombés, les yeux se sont revulsés, juste avec l'arcade. En ayant un cerveau qui synchronise le tout, vous pouvez vous dire que comme le cœur ne bat pas, comme la personne ne respire pas, qu'est-ce que je fais? Massage cardiaque, ventilation. Massage cardiaque, ventilation. Et vous verrez, en un cycle, on peut récupérer la personne et puis on peut sauver une vie. Et pour éviter les urgences dans notre communauté, quelles sont les stratégies ou encore les conseils que vous pouvez donner à la population en vue d'éviter certaines urgences qui sont évitables si ça s'est... Non, on peut parler, là il faut parler plus des accidents. Les urgences sont des situations, comme je l'ai dit, inattendues, mais qui mettent parfois la vie de la personne en danger. Mais maintenant, avec la survenue des accidents, on peut contrôler par exemple les vitesses. On peut mettre par exemple des casse-vitesses, par exemple. On peut faire des tests d'alcoolémie. Les gens qui conduisent à tombeau ouvert à Lubumbashi à 180 à l'heure. Qu'est-ce que tu nous cherches? Des choses comme ça. Donc on peut prévenir la survenue de ces urgences-là en éduquant en amont, en sensibilisant la communauté à prévenir certaines situations qui sont évitables. Et docteur, pouvez-vous aussi résumer tout simplement les urgences, mais aussi votre mot de clôture? Bien, je crois que nous, en tant qu'anesthésistes, réanimateurs et urgentistes, nous sommes là pour travailler sur des pincettes et sauver de nombreuses vies. Nous sommes appelés à être permanents pour essayer d'apporter un plus dans ce que nous faisons. Mais nous osons croire que les urgences survenant par le biais des accidents peuvent être évitées par les différentes méthodes et techniques que nous venons d'évoquer tantôt. Mais il est aussi vrai
qu'il ne faut pas faire attendre une situation. Parce qu'aujourd'hui, les gens allient cela. Il y a une urgence à la maison, quelqu'un qui a piqué une crise, par exemple, qui est en syncope, ou quoi que ce soit, on attend d'abord les pasteurs. On ne refuse pas, nous tous, nous sommes chrétiens. Nous pouvons prier, nous pouvons faire tout ce qu'on peut faire, mais il y a des décisions qui doivent être prises à temps pour amener quelqu'un à récupérer son état perdu par telle ou telle autre situation. Donc il est vraiment impérieux pour nous, nous soyons sensiblement informés et que nous sachions que l'urgence qui se passe chez l'autre peut aussi revenir sur vous. On ne se moque pas des autres, on les accompagne, on les assiste pourvu que nous puissions sauver des vies. Raison pour laquelle, d'ici le mois d'août, nous invitons toutes les personnes qui vous suivent d'ailleurs, et vous-même et tout votre staff, de venir prendre part à la 5e édition du SARU, qui est le Carrefour international d'anesthésie, réanimation et des urgences, parce qu'il y aura des panels et des ateliers juste pour ça, pour des personnes ou les personnels non médicaux qui seront des nôtres, qui peuvent travailler en sorte. Donc, pour tout le monde, nous les invitons à faire preuve de cette solidarité et de faire en sorte que quand il y a une urgence, nous tous nous courons pour assister les nôtres en lieu et place, que nous soyons des spectateurs. Merci docteur pour ces informations pratiques. Retenons que les urgences médicales sont une réalité présente dans notre ville et ces situations peuvent survenir chez tout un chacun. Savoir les gestes et premiers secours est une compétence qui peut sauver des vies et qui peut également réduire les décès évitables. Retenons que chaque minute est importante et sauver des vies, c'est la mission de tout le monde. C'était votre émission Éco-Santé, présentée par Kayombo Manjolo Chris. Nous disons merci à vous tous qui nous avez suivis. Nous disons merci au docteur Foreman de nous avoir reçus dans son cabinet. Nous disons également merci à toute l'équipe qui nous accompagne. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.